Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de partager votre heure de lunch avec nous ce midi. Ça nous fait grand plaisir. Donc, avant toute chose, je dois vous informer que la séance d'aujourd'hui va être enregistrée et elle va vous être rendue disponible d'ici la fin de la semaine en rediffusion. Donc, vous allez la recevoir par courriel d'ici vendredi. Donc, Rebecca Boily, coordonnatrice de la formation continue de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Il nous fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une conférence sur le métavers, dont je vous présente notre expert et conférencier, M. Jean-François Lalonde, professeur titulaire du département de génie mécanique et de génie informatique. Donc, avant toute chose, deux petites consignes. On va vous demander de conserver vos micros et caméras éteints tout au long de la conférence. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le clavardage. M. Lalonde va y répondre à la fin de sa conférence. Donc, voilà, je vous cède la parole et puis je vous souhaite une belle conférence. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Puis, effectivement, aujourd'hui, il me fait vraiment grand plaisir de venir vous parler du métavers. Bon, petite correction rapide, c'est génie électrique et génie informatique, mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Donc, effectivement, je suis prof ici depuis presque 10 ans bientôt. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et à aller à l'adresse suivante, donc wooclap.com/ulmeta. Si vous avez un téléphone, vous pouvez aussi activer l'application photo et scanner le code de QR qui est ici, qui va vous amener à la même place. Et pour le moment, si vous voyez une page qui vous dit « Attendez un peu, vous devriez avoir une question bientôt », vous êtes à la bonne place. Et éventuellement, il va y avoir des questions que je vais avoir à vous poser là, par rapport à ça dans les prochaines minutes. Ça va ressembler à ça. Donc, pour le moment, je vais le fermer. Oh, pardon, je vais fermer ça. Alors, si vous avez ouvert ça, vous serez avec moi, mais lorsque la question apparaîtra, là, vous aurez l'occasion de participer au petit échange là, que je veux vous proposer. Venons au métavers. Vous en avez peut-être déjà entendu parler du terme métavers ou peut-être pas, en fait. Et puis, effectivement, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal parce que si je regarde la popularité du terme au courant des dernières années, donc ça, c'est la popularité en termes de nombre de recherches du terme métavers sur Google depuis 5 ans. Donc, il y a 5 ans, on n'entendait à peu près pas parler et c'est resté constant pendant plusieurs années jusqu'au moment où arrive la date fatidique d'octobre 2021 où tout d'un coup, on a une augmentation incroyable du nombre de recherches de ce terme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2021? Eh bien, c'était l'annonce de la compagnie Facebook là, qui changeait son nom pour devenir Meta et se commettait à développer le fameux métavers. Okay? Puis depuis ce temps-là, dans les nouvelles technologiques, là, on en entend parler de toutes sortes de façons. Donc, il y a plein de compagnies, là, que ce soit des compagnies de technologie comme Microsoft ou encore des pays comme la Corée du Sud, des vedettes, d'autres compagnies, etc., veulent une part du gâteau, veulent eux aussi développer le fameux métavers. Ça vient d'où ce terme-là? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Puis avant d'aller trop loin, ce que je vais vous proposer, c'est de répondre tout d'abord vous-même à cette question. Donc, c'est là que le WooClap entre en jeu. Je vous invite à consulter, oui, dis-je, votre téléphone et normalement, vous devriez bientôt voir une question. Je vais appuyer comme ça pour le moment. Ah, pardon. Donc, je vous pose la question suivante. Pour le moment, je vais bloquer les votes. Donc, qu'est-ce que c'est le métavers? Est-ce que c'est un appât de pêche particulièrement efficace, un ensemble de mondes virtuels interconnectés, une lentille cornéenne permettant de voir très loin, un immense récipient pour boire ou encore le métavers n'existe pas? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et je vous laisse faire vos choix. Si vous n'êtes pas avec nous, vous venez d'arriver, l'URL qui est affichée en haut, le wooclap.com,
/ULMeta, c'est la chose que vous voulez taper, l'URL que vous voulez taper dans votre navigateur pour participer avec nous. Voilà, les 20 secondes sont écoulées, donc si vous n'avez pas eu le temps de voter, ce n'est pas la fin du monde. On aura d'autres questions par la suite. Alors, vous aviez peut-être déjà vu les choix de réponse tantôt, désolé pour le petit bug. Si vous avez choisi un ensemble de mondes virtuels interconnectés, c'est effectivement une bonne définition. Mais si vous avez également choisi le métavers n'existe pas, vous avez également raison. Parce que justement, le métavers, pour le moment, c'est vraiment encore seulement qu'une idée. C'est un concept qu'on va tenter de développer ou de concrétiser dans les prochaines années. Donc, on va quand même essayer de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire actuellement et qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le futur. Donc, pour commencer, je vous propose un petit peu d'étymologie. Regardons le terme métavers, d'où ça vient. C'est séparé en deux. C'est une contraction entre le terme méta, qui vient du grec et qui veut dire au-delà, et vers, qui est la deuxième moitié là, du mot univers. Donc, si on l'interprète, on parle ici d'un univers qui est au-delà de notre univers réel. OK? Je ne sais pas si ça commence à concrétiser un peu les choses, peut-être pas, mais en fait, c'est un terme là, qui a été introduit ou qui a été écrit pour la première fois dans le livre Snow Crash de Neil Stephenson en 1992. Puis dans ce livre-là, en français, c'est le samouraï virtuel, si vous le cherchez. Dans ce livre, on reprend le concept d'un monde dystopique où le monde réel, en fait, est devenu à peu près invivable ou du moins très désagréable là, pour la majorité des humains sur la Terre. Et il y a quelques chanceux là, qui peuvent se réfugier dans une espèce d'univers parallèle, virtuel, grâce à des ordinateurs. Donc, on y accède avec des espèces de dispositifs de réalité virtuelle. Puis ce thème-là a été repris plusieurs fois dans la littérature, dans la science-fiction depuis ce temps-là, notamment avec le film La Matrice dans le fin des années 90, où on se rappelle, si vous l'avez vu, on se rappelle tous de la scène où le protagoniste Neo doit choisir entre la pilule rouge pour connaître la vraie vérité qui va être quand même assez dure à avaler, ou encore il doit choisir la pilule bleue pour simplement vivre dans son illusion là, et rester heureux et ignorant. OK? Puis, donc, ça, c'est évidemment, on a poussé le concept un peu à l'extrême, mais un autre film où on a vraiment le concept du métavers là, qui prend un peu tout son sens ou le sens qu'on va attribuer aujourd'hui ensemble, c'est le film Ready Player One, qui a été évidemment publié en livre par Klein en 2011 en premier. Ensuite, Spielberg en a refait un film en 2018. Où là, ici, on reprend des thèmes qui sont assez similaires à ceux de Snow Crash, mais on se retrouve dans le futur, donc en 2045, le monde réel est en décrépitude. On préfère se retrouver tous dans l'Oasis, qui est un monde virtuel, en fait, un ensemble de mondes virtuels qui sont interconnectés, où tout est possible. Donc, je vous propose un court extrait du film qui va mettre la table pour la suite des choses. James Halliday saw the future, and then he built it. He gave us a place to go, a place called the Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. You can do anything. Go anywhere. Like the vacation plans. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. You can ski down the pyramids. You can climb Mount Everest with Batman. Check out this place. It's a casino the size of a planet. You can lose your money there. You can get married. You can get divorced. You can go in there. People come to the Oasis for all the things they can do. They stay because of all the things they can be.
Voilà, alors, je suis pas là, je reviens. Ce que j'aime bien avec cet extrait, c'est que ça nous montre un petit peu la vision ou l'idée de ce que pourrait être un monde virtuel du genre, où en fait, vous avez vu qu'on se promène un peu d'une expérience à l'autre. Hein. Au début, on est dans le monde de Minecraft. Ensuite, on va monter le mont Everest avec Batman. On va jouer au golf intersidéral, etc. Donc, il y a toutes sortes d'idées qu'on peut aller vivre, d'expériences qu'on peut aller vivre l'une après l'autre. Mais revenons pour le moment dans le monde réel. Puis, avant de définir plus formellement ce qu'est le métavers, j'aimerais tout d'abord vous fournir une espèce de petite perspective historique pour voir la façon dont a évolué l'informatique au fil des dernières années ou des dernières décennies, et puis voir principalement de quelle façon est-ce que nous, en tant qu'humains, on interagit avec nos ordinateurs. D'accord? Fait que tout a commencé, donc je vous propose les 4 phases du développement de l'informatique qui ont commencé dans les années 40 environ, où on démarre avec la phase des ordinateurs centraux. Et dans ce temps-là, un ordinateur, bien, ça avait l'air de ça. Ça prenait une salle en entier pour stocker. Et les gens, donc ça c'est l'ENIAC qui a été créé en 1945 et l'objectif de ces développeurs, c'était d'effectuer des calculs de balistique durant la Deuxième Guerre mondiale, là, qui étaient des calculs qui étaient très, très longs à faire à la main. Évidemment, avec un ordinateur, on parvenait à le faire beaucoup plus rapidement. Et si vous voyez le panneau sur la gauche, j'espère que vous le voyez à votre gauche. Donc, les panneaux, on branchait et débranchait les fils. Ici, c'était la façon dont on interagissait avec l'ordinateur. Si on voulait lui dire quoi faire, ben, il fallait brancher les fils dans les différents trous, etc., d'une certaine façon, de façon à ce qu'on lui dise, ben, voici les calculs que je veux que tu exécutes. Évidemment, ça a bien progressé depuis ce temps-là. Si je fais juste comparer l'ENIAC de 1945 à mon portable qui est ici, ben, l'ENIAC occupait une superficie de 1400 mètres carrés comparativement à 0,06 mètres carrés. Il pesait 30 tonnes, pas trop portable, et le mien 1,4 kg. Et finalement, il consommait, en fait, il utilisait une puissance de 150 kW comparativement à 60 pour mon laptop. Évidemment, mon laptop est infiniment plus puissant, pas juste le mien, hein, c'est pas moi qui est spécial. Là. Vos ordinateurs aussi sont tous infiniment plus puissants que l'ENIAC. Et d'ailleurs, en 1995, pour célébrer les 50 ans là, de l'ENIAC, on a recréé, en utilisant la technologie actuelle, les mêmes circuits que l'ENIAC, mais sur puce. Et on voit que ça prend à peu près la taille d'un 5 sous. Évidemment, ce qui a expliqué cette miniaturisation-là, c'est l'apparition du transistor, qui a permis de compresser les circuits de façon très compacte. Et c'est ce qui mène justement à la phase numéro 2, qui est celle des ordinateurs personnels et d'Internet, qui a commencé au courant des années 80 avec l'apparition du PC d'IBM. Okay? Fait que pour la première fois, les gens étaient capables de justement s'acheter une machine. C'est sûr, ça coûtait cher, mais quand même, on était capable de s'acheter ça, mettre ça dans notre salon, dans notre bureau, et on pouvait interagir avec la machine en tapant des touches sur le clavier. Et l'ordinateur nous répondait avec un écran qui affichait 2 couleurs, soit vert ou noir, n'est-ce pas? Puis on pouvait voir, donc, on pouvait lire le texte à l'écran et interagir ainsi avec la machine. Par la suite, il y a Apple avec son Macintosh en 84 qui a présenté la souris, donc une espèce de petit bidule, une petite boîte qu'on peut déplacer sur une table, et là, on a le curseur à l'écran qui se déplace en même temps. Ça peut sembler banal de nos jours, mais à ce moment-là, c'était une révolution. Ça nous permettait des interactions beaucoup plus naturelles, comme pointer, cliquer, dessiner. C'était beaucoup plus intuitif là, de contrôler cette petite boîte-là avec la souris que ce l'était auparavant. Un peu plus tard, dans cette même phase, on parle également de l'arrivée du web, donc le 3W. Si vous pensez à l'adresse www.google.com, par exemple, ben, le 3W, c'est le web. Ça a été introduit là, ou créé par Tim Berners-Lee en 1989. Et qu'est-ce que c'est ça par rapport aux d'autres technologies d'Internet, comme par exemple le courriel, le partage de fichiers? Bien, ça, ce que ça fait, le web, c'est que ça nous permet d'afficher des pages Internet, des pages web, et de les consulter, de les voir sur un navigateur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe, on peut mettre des liens, des hyperliens entre ces pages-là, qui font en sorte qu'on peut relier tout ça ensemble d'une certaine façon, d'où l'analogie de la toile. Ça nous amène ensuite vers la phase 3, qui est le mobile. Donc, au début des années 2000 environ, où notamment on a l'apparition du iPhone de Apple, qui n'est pas le premier téléphone mobile, bien sûr, mais un des premiers téléphones dits intelligents,
ou avec lequel on peut interagir de façon beaucoup plus intuitive, encore une fois, en tapant avec notre doigt, en le glissant et même maintenant en lui parlant. Et il y a actuellement 5 milliards de personnes là, qui possèdent une connexion mobile dans le monde en 2022, ce qui montre à quel point cette technologie est rendue partout. Cependant, elle est partout, ce qui dénote une certaine popularité, bien sûr, mais malheureusement, si on considère qu'est-ce que c'est ou la façon dont on interagit avec nos téléphones, je reviens, on se rend compte que c'est quand même assez peu, oui, c'est intuitif, on comprend bien, on est capable de taper, etc., mais on interagit toujours avec notre contenu qui est pris dans une boîte, n'est-ce pas? Mon contenu informatique, là, il est dans cette petite boîte-là. Et moi, j'interagis avec de l'extérieur. J'arrive de l'extérieur, puis je regarde le contenu de la petite boîte qui est disponible seulement avec cette petite fenêtre-là, là, qui est l'écran. Puis, ben, je peux me promener dans l'écran comme ça, mais tu sais, je suis pris dans cette petite boîte-là. Ça ne correspond pas du tout à la façon dont nous, les humains, on a évolué depuis des millions d'années, n'est-ce pas? On évolue comment, nous, dans notre monde? Ben, on aime un monde où on peut se déplacer, où on peut justement prendre des objets, on peut se voir, on peut se serrer la main, on peut se rencontrer. On est dans un monde en 3D où on n'expérimente pas de l'extérieur d'une petite boîte, mais bien on est dans la boîte, n'est-ce pas? On est dans cette fameuse boîte et on veut interagir avec les différents objets, les différents éléments. C'est ce qui nous mène donc vers notre phase numéro 4, qui est encore à définir. Quelle sera donc la prochaine phase du développement informatique et de quelle façon est-ce nous, on va interagir avec nos ordinateurs, avec nos téléphones ou les prochains dispositifs intelligents qu'on aura à créer. Et c'est ce qui nous mène finalement vers le métavers. Il y en a plusieurs qui pensent que la phase 4 sera la phase justement du métavers, où là, on va essayer de le définir une bonne fois pour toutes, ce que c'est. Fait que je vous propose cette définition-là. Vous êtes prêts? Le métavers est un gigantesque réseau interopérable de mondes virtuels 3D rendus en temps réel qui peuvent être vécus de façon synchrone par un nombre illimité d'utilisateurs supportant une continuité des données que l'on visiterait à l'aide de dispositifs immersifs. Là, c'est le temps de prendre un grand souffle, parce que ça en fait quand même pas mal. Okay? Donc, OK, ça fait beaucoup, puis inquiétez-vous pas, là, on va y aller une ligne à la fois, puis on va essayer de tirer des parallèles entre chacune des lignes puis des technologies qui existent actuellement, pour essayer de vous donner une idée de ce dont ça pourrait avoir l'air dans le futur lorsque ça existera. Commençons par le premier morceau. Donc, on parle de gigantesque réseau. L'analogie immédiate du gigantesque réseau, c'est le 1,14 milliard de sites Web sur Internet en 2020. N'est-ce pas? Ça fait qu'on pense directement à l'Internet. Il y a des sites un peu partout, en très grande quantité. Et si on veut avoir une idée de ce dont ça a l'air, ça, c'est une carte d'Internet. Que vous pouvez aller consulter, internet-map.net. Et chacun des sites sur Internet est représenté par un cercle. Évidemment, la taille du cercle représente le nombre d'utilisateurs qui consultent ce site-là de façon relativement récurrente. Okay? Fait qu'on a les sites ici en bleu pâle, sont les sites en anglais, en jaune ici sont les sites en mandarin. On a le français là, qui est en bleu dans ce coin-ci, etc., etc. Fait que c'est quand même fort intéressant. Et là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez qui est le site Web le plus populaire? Donc, le gros rond qui est ici, c'est quoi le site Web le plus populaire? Fait qu'on va se diriger encore une fois sur WooClap. J'espère que là, ça apparaîtra pas. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais aller régler ça. Super. Voilà. OK. Donc, peut-être que vous devrez recharger votre page, mais normalement, là, vous devriez pouvoir voir la question. Fait que je vais arrêter ici, je vais arrêter ça. On va recommencer le timing. Donc, quel est le site Web le plus populaire? Est-ce que c'est Twitter, Google, mon site perso, Wikipédia ou encore Facebook? Fait que si vous n'étiez pas avec nous, retournez sur wooclap.com/ulmeta. Et normalement, vous devriez être en mesure de vous connecter et de voter. Je m'excuse pour le petit glitch technique. Quel site Web vous pensez qui est le plus populaire?
On va voir. Oh, il y en a-tu qui ont voté pour mon site? Ah oui, merci d'avoir voté pour moi. Vous êtes gentils. 2 personnes. C'est peut-être mes parents. Donc, si vous avez voté Google, vous avez raison. Mais si vous étiez sur les autres sites, c'est sûr que mon site, je n'ai pas encore atteint la popularité de Google. J'y travaille. Mais je ne suis pas encore rendu. Mais si vous avez voté les autres, donc Google, c'est le plus populaire, mais les autres ne sont pas loin derrière. Donc, vous avez quand même la note de passage. Wikipédia, Facebook, YouTube, Yahoo. Et en jaune, on a Baidu ici, là, qui est l'engin de recherche très, très populaire en Chine. Fait que ça me donne une idée de la taille d'Internet en termes de nombre d'utilisateurs, le nombre de sites Web, c'est-à-dire la popularité des sites Web. Si on parle en termes de quantité de données, une bonne visualisation, c'est celle-ci, où là, on vous montre tout d'abord une évolution là, en termes de qu'est-ce que ça veut dire des données informatiques. Si on considère le byte en anglais, donc en français l'octet, un seul octet, avec un octet, je peux représenter une lettre de l'alphabet. À peu près. Si je me dis qu'une lettre de l'alphabet, ça correspond à 1 mm3. Okay, 1 mm3, là, c'est pas gros. Donc, j'ai 1 mm3 pour une lettre, 10 octets, 1 à 2 mots, 1 kilo-octet, une courte histoire. Ensuite, on va à 100 kilo-octets, une photo de taille moyenne. 1 mégaoctet, un livre, donc à peu près 1 million d'octets. 100 mégaoctets, là, on parle d'une étagère de livres d'environ 1 mètre de haut. 1 gigaoctet, un camion plein de livres. Là, on a la taille de la personne, on est parti du millimètre cube. 1 téraoctet, un texte là, qui est écrit sur des pages de 50 000 arbres. 10 téraoctets, la collection de la librairie du Congrès américaine. 1 pétaoctet, 500 milliards de pages de texte. On arrive à Internet tranquillement, inquiétez-vous pas. 1 hexaoctet, là, c'est toutes les données d'Internet en 2001 seulement, fait que ça fait quand même presque 20 ans, plus que 20 ans. Et finalement, on passe à toutes les données d'Internet en 2020, un zétaoctet qui, si je compare à mon petit octet de tout à l'heure, je suis rendu à un cube là, qui est visible de la Lune. Fait qu'il y a du stock. C'est pour vous donner une idée de l'échelle du genre de réseau qu'on veut peut-être créer dans le métavers également. Si on passe au terme interopérable, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, des systèmes qui sont interopérables, c'est simplement des systèmes qui peuvent se parler, qui peuvent échanger de l'information entre eux. Et puis ça, bien, encore une fois, le parallèle, c'est les technologies qu'on utilise déjà, parce que c'est tellement interopérable qu'on ne s'en rend même pas compte. Si je prends une photo, moi, sur mon téléphone, je peux la téléverser sur Facebook. Je peux prendre une autre photo que j'ai vue, que j'ai trouvée d'un de mes amis, par exemple, la mettre dans un de mes documents sur Google Docs. Je peux ensuite prendre du contenu, le mettre sur Twitter, puis l'envoyer sur Instagram par la suite. Okay? Fait que tous ces systèmes-là se parlent entre eux parce qu'on peut échanger de l'information de façon très intuitive, très facile, pour que, justement, bien, la même photo puisse se propager à l'intérieur de tous ces systèmes-là. Puis, on s'en rend même pas compte. Maintenant, passons maintenant contrairement à l'Internet où on va avoir un réseau de pages web là, qui sont interconnectées. Dans le cas du métavers, on veut avoir un réseau de mondes virtuels 3D. Qu'est-ce que c'est un monde virtuel 3D? Bien, l'analogie la plus directe, c'est simplement celle d'un jeu vidéo. Okay? Fait que si je pense à Minecraft, par exemple, je vais avoir un monde virtuel en 3D qui est composé de petits blocs. Okay? Donc, c'est fait comme ça. Ou encore Zelda, qui va être un autre monde 3D animé, qui va avoir un look assez stylisé, assez particulier, que je peux explorer. Je peux me déplacer dans ce monde-là en 3D. Je peux regarder derrière des objets. Je peux interagir avec les personnages qui sont là. Ces mondes-là ont leur série de règles, n'est-ce pas? Il y a de la physique qui est simulée. Il y a des explosions, des objets, il y a du feu, etc. Il y a toutes sortes de choses là, qui se passent, toutes sortes d'effets qui peuvent survenir. Donc, chacun de ces choses-là là, sont des exemples de mondes virtuels en 3D. Ces mondes-là doivent être rendus en temps réel. Commençons par le mot rendu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le rendu, c'est le processus de génération ou de synthèse d'images qu'on utilise, par exemple, dans les films d'animation. Dans ce cas-ci, le processus démarre avec un modèle 3D que vous voyez de l'autre côté. Le modèle 3D, lui, représente la position, l'orientation des différents objets et leurs propriétés. L'objectif de l'algorithme de rendu, c'est de générer la couleur, donc la valeur RGB en rouge, vert et bleu de chacun des pixels de l'image qui correspond. Et pour faire ça, par exemple, dans cet extrait du film Luca, que je peux faire pause. Donc, une seule image, par exemple celle-ci,
a pris 50 heures à générer. Donc, ça prend un ordinateur là, pour partir du modèle 3D qu'on a vu tout à l'heure et générer cette photo-là, générer cette image-là. Ça prend environ 50 heures à générer parce qu'on doit simuler l'interaction de la lumière avec tous les éléments de la scène. On doit animer les personnages, on doit effectuer des simulations physiques, etc. C'est très complexe. Ce qui veut dire que moi, si j'ai un film complet en justement d'une centaine de minutes, je dois, pour avoir une belle animation fluide, générer 24 images par seconde, fois 50 heures, ça me prend environ 800 ans à générer le film au complet. Évidemment qu'on n'a pas besoin d'attendre 800 ans entre chaque film de Pixar, ce serait un peu dommage. Donc, ils ont des centaines, sinon des milliers d'ordinateurs qui travaillent en même temps pour le faire. Mais pour atteindre la qualité qu'on obtient actuellement dans les jeux, dans les films, ça prend énormément de temps. Fait que ça, c'est le rendu, mais évidemment, on veut du temps réel. On veut pouvoir se déplacer dans un monde et avoir ce monde virtuel-là affiché dans nos yeux au fur et à mesure qu'on se déplace. Fait que c'était important de le faire très rapidement. Ce qui est utilisé pour faire les films, ça ne fonctionnera pas. Plutôt, il va falloir se tourner à des engins de jeux vidéo où là, on va choisir de tourner certains coins ronds pour simuler le plus possible, mais peut-être pas toutes les interactions de la lumière, ce qui nous donne quand même des résultats très impressionnants. Fait que ça, c'est une démonstration là, du nouveau engin de jeu qu'on appelle Unreal Engine 5 de la compagnie Epic, qui nous permet de faire le rendu de ces scènes-là comme ça, mais en temps réel. Fait qu'on peut imaginer quelqu'un qui déplace le personnage et les images sont mises à jour au fur et à mesure qu'on déplace la personne. Ça va pour ça jusqu'à présent. Fait qu'on parle donc d'environnements virtuels 3D qui sont rendus en temps réel, donc qui sont affichés à nos yeux au fur et à mesure qu'on se déplace ou qu'on interagit avec le monde. On dit que ces environnements-là doivent être vécus de façon synchrone. Qu'est-ce que ça veut dire, le synchrone? Bien, ça veut dire expérimenter la même chose en même temps. D'accord? Fait que c'est un peu comme les visioconférences, comme ce qu'on fait actuellement. Fait que moi, quand je parle, bien, vous m'entendez avec très peu de délai. Okay? Fait que si vous étiez avec moi dans la salle, vous m'entendriez à peu près au même moment que vous le faites actuellement. Okay? Fait que ça nous fait penser à nos fameux meetings Zoom. Mais évidemment, là, dans notre cas, c'est moi qui parle, c'est vous qui m'écoutez. Mais par exemple, un échange de travail, bien là, on voudrait avoir plusieurs personnes qui se parlent et qui s'écoutent en même temps. Fait que c'est très important d'avoir un système et un réseau qui soit robuste, par exemple, au ralentissement. Fait que s'il y a quelqu'un, maintenant, là, on a tous eu l'expérience d'un meeting Zoom où la personne commence à décrocher, où on entend moins bien, où elle arrête de parler quelques secondes, puis elle parle tout d'un coup très, très rapidement par la suite. Mais ça, c'est le système qui se rattrape, qui doit compenser pour des délais dans le réseau. Donc ça, c'est ce que ça veut dire être synchrone. On veut que les choses se passent en même temps pour tout le monde. Et quand on parle de tout le monde, on parle de qui? Mais on parle essentiellement qu'on va viser un nombre à peu près illimité d'utilisateurs. Évidemment, il n'y a pas un nombre infini d'humains sur la planète. Il y en a un certain nombre, mais pour vous donner une idée, là, on va se poser la question, combien de personnes vous pensez qui utilisent Internet? OK? Fait qu'on retourne à notre petite plateforme. Je clique et je pose. Donc, combien de personnes vous pensez utilisent Internet de nos jours? Environ 1 milliard, 13% de la population mondiale. 4,5 milliards, 7 milliards ou encore 10 milliards? Je vous laisse y penser. Bon, voyons voir. Donc, tout d'abord, ceux qui ont rempli 10 milliards, ça représente plus de monde que sur la Terre. Fait que ça ne se peut pas. Et effectivement, vous étiez pas mal proche. Donc, ceux qui ont voté pour 4,5 milliards, vous étiez pile dessus. Puis sinon, les autres, c'est un peu plus. Hein. Internet, on parlait d'une connexion cellulaire, du moins d'environ 5,6 milliards, 5,5 milliards tout à l'heure. Donc, on a un peu moins de personnes qui utilisent Internet de façon régulière. Mais quand même, c'est un nombre impressionnant, 4,5 milliards de personnes qui sont sur ce réseau-là. Donc, encore une fois, dans le métavers, on imagine qu'on veut, à terme, pouvoir rejoindre tout ce monde-là, et même plus. On verra. On veut supporter une continuité des données. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si moi, je me connecte sur le métavers, je vais faire des trucs, je vais rajouter des objets, je vais échanger avec des gens, je me déconnecte. Je veux qu'au moment où je revienne, tout ça, ça soit préservé. Okay? Je veux avoir une espèce d'historique de mon identité. Si je me connecte dessus avec une certaine représentation de moi-même, un avatar qu'on va dire, je veux que l'avatar soit préservé la prochaine fois que j'y retourne.
Je veux aussi que mon historique soit préservé. Je veux que les objets que j'ai importés demeurent. Je veux que les communications que j'ai effectuées, ben, on s'en rappelle. Puis finalement, si j'ai acheté des choses dans ce fameux métavers-là, ben, je veux les posséder à nouveau, n'est-ce pas? Je ne veux pas que ça disparaisse. Contrairement à certains jeux vidéo où quand je redémarre le jeu, ben, je recommence de zéro comme si c'était rien passé. Dans ce cas-ci, dans le cas du métavers, je veux avoir une certaine persistance des données, une certaine continuité au fil du temps. Et puis finalement, le dernier aspect, c'était l'aspect des dispositifs immersifs. Alors, je vous pose une dernière question. Combien de fois, puis ça va me guider un peu à savoir comment diriger la discussion par la suite, combien de fois vous avez porté un dispositif immersif, par exemple des lunettes de réalité virtuelle, puis pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Combien de fois, donc, vous avez porté ça dans votre vie? Est-ce que c'est plutôt jamais, encore une ou deux fois pour essayer parce que vous étiez curieux, une dizaine de fois, très souvent, ou bien, tellement souvent que vous ne comptez plus parce que peut-être vous en avez dans votre salon et vous êtes un utilisateur, une utilisatrice de ces technologies-là de façon régulière. Fait que je vous laisse me dire, c'est pas vraiment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Fait que dites-moi votre expérience, où est-ce que vous vous en tenez, où est-ce que vous en êtes. Et on va voir où est-ce que c'est. Fait que vous êtes à peu près la moitié là, de l'audience sur vos claps. Fait que ça, c'est bon. Ça va nous dire de quoi ça a l'air. Fait que ici. Ah, OK, bon, parfait. Fait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'en ont jamais mis. Bien correct. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais parmi vous. OK, une à deux fois pour essayer, vous avez mis les lunettes sur la tête, vous dites, c'est cool, j'avoue, ça me donne mal au cœur, je les enlève, je ne veux plus rien savoir. Puis quelques-uns d'entre vous, c'est deux personnes quand même, en ont à la maison. OK, parfait. Fait que ça me dit quand même que ce que je vous ai préparé, ça va être utile, je pense. Fait que généralement, quand on parle de dispositifs immersifs, il y en a plusieurs sortes, mais on peut les regrouper plus ou moins en deux catégories principales. Les catégories numéro 1, c'est les lunettes de réalité augmentée. Ça, ce sont des lunettes où on peut voir le vrai monde au travers et on va être en mesure de superposer des éléments virtuels par-dessus le monde réel. Okay? Fait que, notamment, ça, c'est le premier modèle là, qui a été développé par Microsoft il y a quelques années. Là, maintenant, il y a un nouveau modèle qui a été créé. Mais je vous donne quand même une idée de ce que ça avait l'air là, à ce moment-là. Fait que ça, c'est quelqu'un qui met son téléphone ou une caméra à l'intérieur des HoloLens pour vous montrer quoi ça a l'air. Fait que vous voyez qu'on voit une espèce d'hologramme d'un objet virtuel qui est par-dessus le monde réel. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, lorsqu'on se déplace autour d'une scène, autour du comptoir de cuisine, ben, les objets ont l'air d'être là, ont l'air de flotter à cet endroit-là. Okay? Fait que ça, c'est ce dont ça a l'air là, lorsqu'on met ces lunettes-là sur la tête. Quand on parle de réalité virtuelle, ben là, c'est du contenu virtuel exclusivement. Okay? Fait que on va mettre les lunettes comme ça, c'est les lunettes de Meta, le Quest 2. On les met sur nos yeux et là, on ne voit pas le monde réel et on ne voit que le contenu virtuel. Bon, ceux qui l'ont déjà mis vont me dire, ouais, mais il y a des caméras puis on peut voir le monde virtuel, monde réel au travers. Vous avez raison, on peut le mettre aussi en mode réalité augmentée. Mais généralement, là, pour ça, ça va être très populaire. L'utilisation va être principalement en réalité virtuelle. Donc, on est dans un monde complètement virtuel. Le vrai monde n'existe plus. Ça marche, fait que ça ressemble à ça, la définition du métavers. Si je veux le résumer, ben, c'est que c'est une espèce de... Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu la vidéo au tout début. Hein, c'est une espèce d'ensemble de mondes ou d'expériences virtuelles 3D qui sont interconnectées l'une à l'autre. Donc, si je me trouve des objets dans une, je peux l'amener dans l'autre parce que j'ai une continuité des données. Je le vis de façon synchrone avec plusieurs autres personnes. Fait que je peux aller rencontrer mes amis dans le métavers. Et je le vis, je l'expérience aussi. J'ai besoin donc de dispositifs immersifs que je vais mettre sur mes yeux ou que je peux mettre, mettons, sur mes mains, des espèces de gants ou autres, qui vont me permettre d'aller interagir avec ce monde-là. Je sais que c'est quand même encore assez vague, puis on est quand même rendu à un point où on a des premières versions du métavers qui apparaissent, mais ce n'est pas encore super clair. Attendez une petite minute, je reçois un texto. Ah, c'est Justine. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Salut Jean-François, nous avions rendez-vous, je pense, on se parle dans le métavers. Ah, bien, Justine, tu tombes bien. Justement, je pense que ce sera une bonne idée. On pourrait aller la rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre mes lunettes. Écoutez, je les ai justement ici. Ça tombe bien. C'est un addon. Je vais mettre mes lunettes, puis je vais partager mon écran. Je vais prendre mes deux petits devices aussi. On se met ça dans les mains, là, puis on peut s'en servir pour interagir dans le métavers. Oups, c'est pas la bonne main.
Je vais mettre mes lunettes sur ma tête, puis je vais aller la rejoindre dans le métavers, puis ça va nous permettre, ça va nous donner l'opportunité de vous montrer un peu de quoi ça a l'air. OK? Fait que je vous revois tout à l'heure. Attendez un petit peu, je vais partager mon écran. Je vais mettre les lunettes sur la tête, partager mon écran. Ah, bonjour Justine, salut! Ah, salut Jem, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci de venir m'aider. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente qu'on puisse quand même se rencontrer, même si je suis malade. Oui, ça me fait plaisir. Écoute, merci de m'inviter dans ton bureau virtuel. C'est vraiment beau, en tout cas. Attends, oh, wow! Ah, cool, on est même sur la plage. Ça va faire un... C'est mieux qu'être dans les bureaux, hein? En fait, ça travaille mieux. C'est sûr que c'est plus relaxant pas mal. Fait que tu avais une question pour moi? Oui, dans le fond, je suis en train d'essayer d'appliquer cette transformation-là, puis j'ai comme de la difficulté à comprendre c'est où est-ce que je me suis trompée pour être capable de l'appliquer comme il faut. Ah, ben oui. Et voilà. C'est ça. Ah, oui. C'est tout. Ah, ben là, ça va fonctionner. Merci. Ça fait plaisir. Hey, mais pendant qu'on est ici, justement, tu me prends en plein milieu d'une présentation sur le métavers. Pourquoi on ne va pas montrer à l'audience peut-être un autre aspect? Là. Ici, évidemment, on peut travailler dans nos salles de travail virtuelles, mais on peut aussi s'en servir là, pour, je sais pas moi, pour aller s'amuser un peu. Fait que tu n'avais pas un jeu à me montrer? Ah, ben oui, bonne idée. Là qu'on a fini de régler ça, on peut aller jouer ensemble. C'est bon. On se retrouve. Salut, Justine. Salut, Jeff. Dans quel environnement? Oui, vous aussi. Dans quel environnement virtuel tu nous amènes? Ben là, ici, on est dans un espace public du Metaverse, où est-ce qu'on voit que ça a été décoré pour l'avenir. Ben oui. C'est super le fun. Les gens peuvent venir ici, se rencontrer, puis il y a des petits jeux là-bas. Sinon, ici, il y a des concerts. Attends, je me pensais, oui. Là, oui, okay. Il y a des 3D, des événements qui sont à l'horaire. Ah, ben c'est vraiment cool. Mais écoute, je pense que je suis en train de donner une présentation justement sur le métavers. Fait que on va peut-être attendre un peu puis remettre notre rendez-vous à un autre moment dans le futur pour aller jouer un peu ou peut-être regarder un film. Mais je me demande, qu'est-ce que toi, tu penses du métavers actuellement là, dans sa forme courante? Bien, c'est sûr que c'est peut-être pas super réaliste. Oui, hein? Ça me manque quelque chose. Dans la vraie vie, j'ai des jambes, j'ai des bras. Donc, OK. Ton visage bouge aussi. Il me semble que tes expressions ne sont pas tellement riches. Là. Ça te ressemble un peu, par exemple. Mais c'est sûr que c'est ça. Je ne sais pas si je pourrais dire que je me sens transportée dans un autre monde, mais c'est quand même une belle manière de connecter. Puis comme tu as vu, on a pu travailler de manière efficace tantôt. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être justement appelé à être amélioré, là, toutes ces technologies-là. C'est justement de ce dont je vais parler là, dans la suite de ma présentation. Fait que je te propose peut-être de revenir à l'audience, à notre monde, puis on pourra peut-être s'en reparler une autre fois dans le métavers. C'est bon. OK, parfait. Salut Justine, merci. Bon, fait que j'espère que ça vous donne une petite idée. Ouf, chaud là-dedans. J'espère que ça vous donne une petite idée de ce dont ça peut, ce dont a l'air le métavers actuellement, du moins. Est-ce que c'est le vrai métavers? Pas vraiment. C'est un des produits là, de Meta là, qui est offert. Mais j'espère que ça vous donne une petite idée là, des genres d'interactions qu'on peut avoir actuellement dans ce qui se rapproche peut-être le plus là, du concept du métavers. Fait que vous avez vu en premier qu'on s'est rencontrés dans notre salle de travail virtuel. Fait que moi, je suis ici, Justine est chez elle. Et on peut se parler comme si on était face à face, on peut interagir, on peut voir qu'est-ce que l'autre personne voit, on peut se téléporter au tableau, écrire, etc. Donc, c'est vraiment des bons outils de travail. Puis en même temps, on voit notre ordinateur là, qui est sur la table devant nous. Puis dans l'autre morceau là, qu'on vous a montré, c'est une expérience peut-être un peu plus ludique où là, on peut aller jouer à des jeux, voir des films, voir des concerts, des choses comme ça, et, ensemble, encore une fois, et échanger avec d'autres personnes. Donc, généralement, dans ces environnements-là, des fois, il y a d'autres personnes qui se promènent, on peut dire bonjour, etc. Mais bien sûr, on est quand même loin d'une expérience très immersive, n'est-ce pas? Fait que ça, on s'est pris un petit selfie une autre fois, puis c'est de ça qu'on a l'air. Je ne sais pas si je suis ressemblant.
pas vraiment. C'est de ça qu'on a l'air dans le métavers, mais évidemment, dans le vrai monde, ben, on a plutôt l'air de ça. Là, je me ressemble un petit peu plus. Ça, c'est Justine et moi dans mon bureau l'autre jour. Donc, vers où on s'en va? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir des représentations de nous, donc des avatars plus réalistes? Ben, je voulais juste vous montrer peut-être 2-3 petites choses rapidement là, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans la recherche au niveau de la capture de la réalité, au niveau de la capture de l'apparence des êtres humains, dans un but afin de pouvoir les reproduire de façon virtuelle dans des plateformes comme le métavers, mais pas que ça, bien sûr. Donc, si on se dirige vers des avatars plus réalistes, la façon que ça marche généralement, c'est qu'on va placer les gens dans des espèces de dômes comme ça, où les dômes vont avoir des sources lumineuses et des caméras un peu partout qui permettent d'observer la personne selon différents points de vue, mais aussi de l'éclairer selon différentes conditions d'éclairage. Et notamment, ce qu'on est en mesure de faire, c'est que si on enregistre une séquence vidéo d'une personne comme cette femme ici qui parle, qui se tasse un peu les cheveux, on peut l'éclairer indépendamment avec toutes ces lumières-là de façon très rapide afin d'avoir plein de vidéos finalement de cette même personne-là selon différentes sources d'éclairage. Puis ensuite, on peut les rééclairer par la suite et recréer n'importe quel environnement pour la même animation. Vous voyez ici que c'est la même personne, mais là qu'on va illuminer de différentes façons. Et ça, c'est la technologie qui est à la base de ce qui est employé dans les films où on a des acteurs, par exemple, qui font des séquences dangereuses. Fait que plutôt que d'avoir ces acteurs-là à le faire, ben, on va les enregistrer et ensuite, on va aller les synthétiser de façon justement synthétique. Sinon, on a aussi, plus proche du métavers, on va avoir aussi des démonstrations de ce genre-là, où là, on va avoir un modèle 3D de mon ami Yasser, qui est le directeur de recherche, un des directeurs de recherche chez Meta. Et là, ce qu'on voit ici, en fait, c'est encore une fois, c'est une séquence qui est préenregistrée de Yasser, mais là, plutôt que d'avoir juste son visage, on a un modèle 3D complet de son corps. Et lorsqu'il se déplace comme ça et lorsqu'il bouge, en fait, on peut le visualiser. Quelqu'un va mettre, vous allez voir dans une seconde, le visualise avec des lunettes. Donc, on peut se déplacer autour de l'animation et on le voit dans toute sa richesse. C'est extrêmement riche là, pour l'avoir fait moi-même. Au début, il m'est apparu à 30 cm du visage là, parce que, bon, j'étais peut-être pas à la bonne place. J'ai immédiatement reculé parce que j'avais l'impression que Yasser était un petit peu dans ma bulle. Et par la suite, lorsque je me suis habitué, ben, là, on peut se déplacer autour puis on peut admirer là, la qualité là, du rendu là, de Yasser, même s'il ne se trouve pas devant nous, on a l'impression qu'on peut aller lui serrer la main. Évidemment, c'est quand même assez statique. C'est quand même assez statique comme animation. Récemment, ils ont démontré un peu le même genre de technologie où la personne, donc on va avoir des vêtements qui sont virtuels, fait qu'on peut facilement se changer. Fait, il suffit de sauter dans les airs et puis on remplace les vêtements. Puis vous voyez, quand la personne se déplace, ben, les pans de la chemise se déplacent de façon réaliste aussi. Je vous assure, ça, c'est une vraie chemise. On n'est pas encore rendu. Bref, tout ça, ça donne quand même, il y a énormément de promesses qu'on entend, qu'on lit dans les médias. Le métavers, donc, nous promet qu'on va pouvoir jouer, on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir s'éduquer, on va pouvoir, bien sûr, travailler de façon synchrone, mais à distance. Donc, on va être en mesure de réduire les distances pour connecter les gens de plus en plus. C'est vraiment ça le rêve, c'est vraiment ça la promesse, c'est qu'on puisse être en mesure d'aller chercher qui on veut, quand on veut, à n'importe quel endroit dans le monde et donc de vivre des expériences virtuelles, à la fois un mix entre le réel et le virtuel, extraordinaire et ça, évidemment, en toute sécurité. On va être en mesure d'aller explorer des planètes, de voyager dans le temps, etc. Ça, c'est ce qu'on promet. Mais bien sûr, avec des promesses, il y a toujours des périls, n'est-ce pas? Fait que le gros péril, un des périls, je pense, c'est quelle pilule on va choisir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va choisir la pilule rouge de vivre dans le vrai monde et de savoir la réalité ou la pilule bleue où on va préférer juste mettre nos lunettes sur la tête et dire, moi, je ne m'en occupe pas, je vais me réfugier dans l'oasis, par exemple. Mais c'est peut-être pas ça, c'en est un danger, mais c'est peut-être pas ça le plus grand danger. Puis pour penser un petit peu à ce qui peut s'en venir, puis les méfaits potentiels des technologies qui s'en viennent, puis en fait, c'est ça, je veux mettre l'accent aussi, c'est que ce n'est pas tant la technologie en elle-même qui est dangereuse, mais bien l'utilisation qu'on en fait. Et l'utilisation qu'on fait de ces technologies-là, on en a déjà des mauvaises utilisations.
Puis pour ça, je vais l'illustrer avec un exemple de la vie de tous les jours. Ben, j'étais récemment à la recherche de grosses mitaines chaudes pour l'hiver, n'est-ce pas? L'hiver s'en vient tranquillement, qu'on le veuille ou non. Et moi, dans mon cas, je le veux parce que j'ai hâte d'aller faire du ski. Mais je n'ai pas de mitaines. Fait que il va falloir que j'aille m'en acheter. Je suis allé faire des recherches, etc., un peu partout. Qu'est-ce que je ne retrouve pas un peu plus tard dans mes recommandations YouTube? Bon, ben, diverses vidéos sur la guitare, j'ai commencé à essayer d'apprendre, sur l'intelligence artificielle, sur les jeux vidéo que j'avais besoin donc d'apprendre quand je faisais mes recherches pour cette présentation. Mais qu'est-ce que je ne vois pas aussi dans mes recommandations? Ben, des vidéos là, ou des publicités qui me disent « Ah, ben, pourquoi tu ne vas pas t'acheter du linge extérieur? » Est-ce que c'est un addon? Est-ce que c'est un hasard? On ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que nos réseaux sociaux qui sont disponibles actuellement sur Internet nous offrent un service gratuit. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas besoin de payer pour mettre une vidéo sur YouTube ou pour aller mettre un tweet sur Twitter ou pour consulter mon fil Facebook. Vous non plus, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on ne paye pas, il faut toujours se poser des questions parce que ces compagnies-là doivent faire de l'argent, n'est-ce pas? Ils ont des centaines de milliers, des fois, d'employés à payer et ils veulent faire du profit, pardon. Et donc, leur modèle d'affaires, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur modèle d'affaires, eux, ils font de l'argent quand ils vendent de la publicité à d'autres compagnies qui vont les payer pour dire « Ah ben, si tu as affiché cette publicité-là un certain nombre de fois, je vais te donner je vais te donner de l'argent. Puis, si les gens cliquent dessus, je vais t'en donner encore plus. » Donc, ces plateformes-là, leur intérêt, c'est de nous garder sur leur plateforme le plus longtemps possible pour que, justement, on consulte leur contenu et on voit de plus en plus de pubs. Plus ils affichent des pubs, plus ils font de l'argent. D'accord? Fait que c'est ça leur modèle d'affaires. Et puis, on pourrait se demander, est-ce que ces données-là, tout ça, puis en fait, ce qu'ils font pour nous garder accrochés, c'est qu'ils essaient de nous connaître. Ils essaient de connaître, c'est qui Jean-François Lalonde? Qu'est-ce que tu aimes voir? Hey, tu aimes bien voir des mitaines. Fait que si la prochaine fois que je te vois, ben, je vais te proposer de voir peut-être des tucs ou peut-être des manteaux ou des skis ou des choses comme ça, ben, j'ai peut-être plus de chances de te garder accroché. Donc, ils ont besoin de modèles de chacun d'entre nous. Ils ont donc besoin de nos données. Et puis, en fait, quand on s'inscrit à ces systèmes-là, ben, on consent à leur donner nos données. C'est ça qu'on fait. On ne sait peut-être pas, mais en fait, si, je ne sais pas si vous avez visité le musée de la civilisation il n'y a pas si longtemps, il y avait une excellente exposition qui s'appelait « La tête dans le nuage ». Et à la tête dans le nuage, vers la fin de l'exposition, on voyait ceci. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le texte. Il est écrit en petit, là, tu sais, là, quand on scrolle sur le site web et on dit « Oui, j'accepte, donne-moi mon compte, je veux voir mon fil Facebook. » Bien, ça, c'est le texte auquel on consent. OK? Puis là, on a de gauche à droite WhatsApp, Snap, Instagram, Tinder, Twitter, Facebook. OK? Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est long. Puis en fait, ben, on ne voit même pas tout parce que si on est sur place puis on se recule, ben, on se rend compte que dans le fond, le texte il est extrêmement long. Puis ça, c'est quand on clique « Je suis d'accord », on est d'accord avec tout ça. Et dans tout ça, ça dit « On va prendre vos données puis on va construire des modèles sur vous ». En gros, là, c'est pas mal ça que ça veut dire. Malheureusement, l'exposition n'est plus disponible actuellement, mais elle est quand même disponible de façon virtuelle. Fait que si vous allez voir sur le site du musée, là, vous pouvez aller voir ça. C'est quand même le fun de pouvoir expérimenter ça. Si on vient à nos données dans le métavers, okay, fait que ça, c'est les technologies qui existent actuellement. Aujourd'hui, là, si vous êtes allé sur Facebook, ou si vous êtes allé sur Twitter, si vous êtes allé sur n'importe quel réseau social, TikTok, etc., TikTok a enregistré le nombre de secondes que vous avez passé à regarder chacune des vidéos que vous avez vues. OK? C'est exactement qu'est-ce que vous avez fait. Et dans le but, justement, de vous fournir du contenu qui va vous accrocher. Mais si on passe au métavers, ben, ce qui est possible, le danger, c'est qu'on va avoir encore plus de données, comme si c'était possible, plus de données collectées sur nos comportements, sur nos habitudes et même sur nos émotions. Ça commence à être dangereux. OK? Donc, par exemple, on peut avoir des données de suivi. Fait que moi, si je veux, vous avez vu tantôt l'avatar de Justine, là, quand elle parlait, ben, son visage bougeait à peu près pas. Fait que si je veux animer le visage de l'avatar, ben, je dois suivre la position et l'orientation de ma bouche, par exemple, si j'ai les yeux ouverts, si je monte ou je descends les sourcils, etc. Et puis ça, cette technologie-là, ben, elle existe depuis longtemps. Je vous montre une vidéo ici d'une personne avec une caméra bien standard, comme celle qui est sur mon laptop.
on est capable de détecter son visage, on est capable de positionner l'ensemble des éléments du visage et on est capable également de prédire son état d'esprit. Est-ce que c'est plutôt neutre, contente, surprise, fâchée, dégoûtée, etc. Au fur et à mesure, en temps réel, au fur et à mesure que la personne mange un yogourt. Et là, ici, on veut savoir, est-ce que tu préfères le yogourt aux pêches ou le yogourt aux framboises? Pourquoi pas? Ça, c'est anodin comme exemple, mais on peut, si on pense aux nouvelles lunettes proposées par Meta qui s'en viennent, qui vont être disponibles commercialement sous peu, bien, la Quest Pro, elle, est dotée de caméras à l'intérieur de la lunette ici qui regarde nos yeux et qui suit la direction des pupilles, qui suit si on cligne des yeux, si on lève les sourcils, etc., et qui traque aussi le mouvement de notre bouche. Tout ça, évidemment, dans un objectif de recréer un avatar réaliste. Mais on peut peut-être s'en servir pour autre chose aussi. Savoir, est-ce que j'ai regardé une pub plus longtemps qu'une autre? Est-ce que j'ai interagi avec un avatar plus longtemps qu'une autre? Qu'est-ce que j'ai fait? De quelle façon je me suis déplacé? Puis peut-être comment je me sentais? Est-ce que j'étais souriant? Est-ce que j'étais triste? Etc. Fait que ça commence à être dangereux. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que l'expérience virtuelle soit hyper personnalisée. Fait que moi, quand je me retrouve dans le métavers, je vois juste des pubs que moi, je veux voir. Puis vous êtes dans la même place avec moi, mais vous voyez juste des pubs que vous voulez voir. Puis là, on parle juste de pubs. On ne parle pas de messages politiques, on ne parle pas de désinformation, on ne parle pas de toutes les espèces, les fake news qu'on entend parler, etc. Bien, ça va avoir l'air de quoi, les fake news dans le métavers? C'est des choses à laquelles il faut réfléchir, je pense. Puis ce qu'on ne voudrait pas avoir, c'est justement que chacun d'entre nous ait notre propre show Truman. Vous vous rappelez du film The Truman Show, où Truman, justement, le protagoniste, vit dans un monde qui est créé spécialement pour lui. Puis dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met des pubs. Good morning, Truman. Hey, how are you guys? Beautiful day, isn't it? Always. And how's your lovely wife? Good, good. How about yours? Oh, couldn't be better. Nice talking to you, Truman. You too. Let's go. Look what I got for you at the checkout. The Chef's Pal. The Dicer Grater Peeler All-in-One. Never need sharpening, dishwasher safe. Wow. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais ça vous donne une petite idée du danger potentiel de ce qui s'en vient. Évidemment, il y a des solutions. Puis les solutions vont passer par l'établissement de lois ou de régulations qui vont venir encadrer ces compagnies-là. C'est très important de ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent parce qu'évidemment, ils vont toujours dire on veut faire ça pour le bienfait de l'humanité, mais derrière, ils ont un autre agenda. Et justement, l'agenda, c'est de bannir ces comportements. On veut bannir le profilage comportemental, c'est-à-dire ça ne devrait pas être permis d'enregistrer des informations ou des profils ou des données sur chacun d'entre nous afin de savoir quel serait notre comportement dans telle situation. Et encore moins nos émotions, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on on fait face à certaines situations. Ça devrait être banni également de l'utilisation de leur présence dans le métavers. Si on enregistre des données physiologiques, par exemple la fréquence cardiaque, la respiration, la pression artérielle, etc., on devrait pouvoir les stocker seulement pour des applications en santé et non pas justement pour déterminer une émotion ou un sentiment. Et puis finalement, si on affiche des publicités, on devrait les afficher pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, hey, regarde, je te montre quelque chose ici, mais ça, c'est une publicité. Ou encore, tu es en train d'interagir avec un avatar, mais ça, c'est un avatar activé par l'intelligence artificielle qui est payé par telle compagnie qui a envie de te vendre du Pepsi ou une autre boisson énergétique. OK? Fait que ça, c'est des solutions potentielles qui sont proposées avec lesquelles je suis forcément bien d'accord. Donc voilà, fait que vers le futur, encore une fois, on est encore bien loin de ce que le vrai métavers pourrait avoir l'air, mais j'espère vous avoir donné une idée aujourd'hui de ce dont on parle quand on parle justement de métavers. Ça va nous prendre, avant de s'y rendre, des avancées significatives dans plusieurs domaines, incluant la réseautique, pour pouvoir transférer des données de façon beaucoup, beaucoup plus rapide et efficace, en optique pour afficher des images encore plus claires, dans le domaine de l'électronique, avoir des meilleures batteries, de l'haptique. L'haptique, c'est la perception du toucher virtuel, dont je n'ai pas vraiment parlé, mais on pourrait imaginer avoir des espèces de gants qu'on peut manipuler dans des objets virtuels et avoir l'impression qu'on les prend dans nos mains. Évidemment, au niveau de l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur pour créer des avatars, des environnements encore plus réalistes. Et bien sûr, au niveau législatif, afin de bien encadrer le tout.
Et voilà, ceci conclut ma présentation. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. J'aimerais vous remercier de votre attention, mais j'aimerais remercier particulièrement Justine Giroux, qui est mon étudiante qui fait une maîtrise avec moi, qui m'a donné un bon coup de main pour la démonstration qu'on vous a fait tout à l'heure. Et puis, ça va me faire, bien sûr, très plaisir de répondre à vos questions. Donc, oui, on a une première question ici. Monsieur Lalonde, est-ce que la réalité virtuelle, c'est la même chose que la réalité augmentée? C'est pas tout à... Je vous ramène à ce dont on avait parlé un petit peu tout à l'heure. Réalité virtuelle et augmentée, c'est pas tout à fait pareil. Quand on parle de réalité, commençons par le virtuel. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, vous avez vu que quand je me suis mis les lunettes sur le visage, je ne voyais plus le vrai monde au travail. N'est-ce pas? J'étais dans un monde entièrement virtuel et tout ce qui m'était affiché à l'œil n'existe pas dans la vraie vie. N'est-ce pas? Dans le cadre de réalité augmentée, on parle d'augmenter le vrai monde. OK? Fait que je suis dans le vrai monde actuellement et lorsque je me mets les lunettes comme ça ici, lorsque je me mets les lunettes, je vois encore le vrai monde au travers, comme des vraies lunettes. Mais sur les lunettes elles-mêmes, je peux, par exemple, projeter, il existe plusieurs technologies, mais ça, c'en est une. Je peux projeter il y a un petit écran de projection qui est dessus aussi, puis je peux projeter une image, de telle sorte que je vois l'image projetée et le vrai monde en même temps. D'accord? Fait que ça, c'est la distinction. Réalité augmentée, je vois le vrai monde. Et réalité virtuelle, je suis entièrement dans l'espace virtuel. J'espère que ça répond. Un peu, je termine. Voilà. Oh, je crois qu'on a une autre question. Les fermes de données sont déjà des problèmes en termes de ressources et d'énergie. Est-ce qu'il y a des prévisions en termes de ressources nécessaires pour faire rouler le métavers rêvé? Ah oui, en termes de ressources nécessaires, c'est une excellente question. Je ne peux pas dire que je peux vous donner une figure très précise, là, mais effectivement, il faut s'attendre à ce que les demandes en énergie soient forcément augmentées. Okay? Fait que là, on parle déjà actuellement pour faire rouler l'Internet tel qu'on le connaît, qui est quand même un réseau assez statique, n'est-ce pas? Fait qu'on a du contenu là, qui est généré déjà, puis on veut justement aller y accéder, on n'a qu'à donner une page qui existe déjà, par exemple. Fait que ça, c'est déjà... Puis juste ça, ça demande quand même une quantité de stockage, une quantité de calcul et donc de consommation d'énergie très élevée. Fait qu'effectivement, il va falloir s'attendre pour faire rouler le métavers rêvé, comme vous dites, ça va en prendre encore plus. D'où justement l'importance d'avoir ces avancées en électronique, en réseau, en capacité de calcul, afin de pouvoir accéder à cette capacité de calcul nécessaire sans toutefois multiplier la quantité d'énergie électrique nécessaire pour y arriver. Mais effectivement, ça va demander énormément de travail. On a une autre question ici. Donc, toutes ces données consommeront beaucoup d'énergie. Qu'en est-il des gaz à effet de serre et des changements climatiques? Excellente question qui est un bon suivi à celle dont on vient de discuter. Donc, forcément, pour produire l'électricité nécessaire au calcul nécessaire à l'affichage nécessaire au calcul au réseau, etc., ça prend des centrales électriques et la façon dont ces centrales-là sont faites ont un impact direct sur l'environnement. Donc, si on considère au Québec, c'est déjà pas mal avec l'hydroélectricité, mais dans beaucoup de pays du monde, on se base encore sur l'utilisation de centrales au charbon ou du nucléaire ou autre. Donc, effectivement, là, c'est une considération à garder en tête et à considérer là, lorsqu'on va continuer de développer ça. Mais c'est déjà un gros problème là, actuellement. La façon dont on produit l'électricité a un gros impact sur la planète. Et ce n'est pas la création de ces technologies-là là, qui vont forcément aider directement. Quoique, on peut toujours penser à ce que la recherche nécessaire, dans ce domaine-là, on va dire, on développe des outils pour connecter les gens, pour réduire les distances. Fait que si je réduis la distance plutôt que d'aller à un rendez-vous avec quelqu'un à Vancouver en personne, j'y vais par le métavers, là, je sauve les frais, non seulement les frais de déplacement, mais l'impact environnemental de mon déplacement en avion là-bas, par exemple. Fait que ça, on peut dire, ça pourrait venir compenser d'une certaine façon, mais forcément, le calcul n'est pas évident à faire. Est-ce qu'il y aurait des cas d'usage pertinents, des exemples en médecine
Tout à fait. La médecine, c'est un excellent exemple où il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect formation, où on veut entraîner les futurs médecins, les futurs chirurgiens, chirurgiennes, etc., à effectuer des opérations qui demandent une dextérité manuelle très fine. Donc, on pourrait imaginer un environnement virtuel où ça existe déjà, là, mais des environnements virtuels donc collaboratifs. On pourrait avoir, par exemple, là où la médecin expérimentée là, qui est présente sur scène, sur place, avec un patient virtuel et les étudiants et étudiantes qui sont autour, qui essaient de faire l'opération en tant que telle, ou encore de la chirurgie à distance, où on a des robots chirurgicaux qui évidemment existent déjà, bien sûr, mais qu'on pourrait contrôler en réalité virtuelle de façon collaborative également. Fait que ça, il y a certainement beaucoup de promesses de ce côté-là qui, je crois, vont être réalisables. De plus, on pourrait penser à avoir des consultations à distance, très réalistes, où là, je peux consulter mon médecin de famille à place de le faire sur Zoom, on pourrait le faire là-dedans, où là, je pourrais montrer carrément, regarde, mon bras, il est comme ça, voici comment je me déplace, je boite, je ne sais pas trop. Tu sais, fait qu'on pourrait avoir une présence virtuelle beaucoup plus engageante, beaucoup plus convaincante. Ça pourrait être aussi pour du soutien psychologique, par exemple, où on aime mieux avoir la personne devant soi qu'en 2D là, sur un écran. Fait que certainement que ça, il y a énormément d'applications potentielles. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on nous dit de prendre notre place dans le métavers? Que l'achat d'un terrain est justifié? Oui, effectivement. L'achat d'un terrain dans le métavers. Ben ça, je vous dirais là, que, en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas une personne qui aime beaucoup, généralement, qui va aller acheter des options dans les compagnies, jouer avec le marché, tout ça. Donc, je n'ai pas une très grande tolérance au risque, mettons. Fait que je vous dirais, moi, je n'irai pas tout de suite en acheter. Je ne serai pas le pionnier là, qui va dire je vais aller acheter un gros espace dans le métavers. Forcément, on en promet beaucoup de ça, donc d'avoir des espèces d'espaces virtuels, des maisons virtuelles qui vont être à certaines personnes. On entend parler avec les NFT, par exemple. Je vous dirais d'attendre un petit peu, voir de quelle façon ça va évoluer, parce que pour le moment, encore une fois, le concept est quand même assez vague. Dans les années 90, on disait que l'autoroute électronique nous permettrait un jour de commander la pizza et de la recevoir à la maison. Ça a pris 25 ans pour se rendre là. Combien de temps croyez-vous que ça prendra pour se rendre de ce dont vous avez parlé aujourd'hui? Ça va prendre encore un autre 25-30 ans facilement, ça c'est certain. Sinon plus, je pense qu'il y a vraiment des visions à très, très long terme. Si on écoute ce que Meta a dit là, lorsqu'ils ont changé de nom l'année passée, ils ont dit on en a pour au moins 10 ans. Mais je pense que ça, c'est très optimiste. Hein? Je pense qu'on en a encore pour très longtemps avant d'avoir une expérience similaire à ce qu'on a pu imaginer. Là, donc, les vidéos que je vous ai montrées, là, jouer, tout ça, là, c'était des vidéos. Si je reviens. Ici. Les vidéos comme ça, ce sont des vidéos qui sont entièrement générées là, par effets spéciaux. En gros, ce n'est pas du tout de ça dont ça a l'air, comme vous avez vu lorsque j'ai mis mes lunettes tout à l'heure. Avant qu'on se rende, même juste là, il y a non seulement des avancées significatives dans le développement de la technologie, mais même dans la recherche académique. Moi, je travaille beaucoup sur ce genre de problème-là actuellement là, dans mon équipe de recherche. Puis, on est très, très loin là, de ce qu'on peut même rêver à faire encore. Puis, encore là, on est dans un domaine où on est assez proche des applications. On n'est pas dans la recherche fondamentale là, où on a l'impact dans les 10-15 prochaines années. On peut avoir nos technologies qui se retrouvent dans des produits très rapidement, dans 1 an, 2 ans des fois. Puis, je vous dis qu'on est encore très loin. Là, fait que ça va prendre un certain temps, oui. Tout ça, il y a quelqu'un qui nous dit tout ça est bien, intéressant, mais aussi inquiétant. Pensez-vous que le métavers prendra le dessus sur la réalité? Oui, hein, je pense que c'est une question qui est légitime. On peut effectivement se poser cette question-là. Qui sait? Je ne pense pas. Je pense qu'on va toujours préférer la réalité. En tout cas, on va peut-être passer par une période où c'est comme quand il y a un nouveau jeu ou quand il y a un nouveau truc. Tu sais, il y a souvent des gens qui s'y retrouvent très, très, très souvent, peut-être un peu trop souvent. Ça peut devenir une dépendance, ça peut devenir quelque chose qui est nocif pour notre propre santé. Mais évidemment, je pense qu'ultimement, le vrai monde va avoir le dessus, là, puis on va toujours vouloir se retrouver en personne, on va toujours vouloir
partager nos expériences physiquement en personne. Je pense que les technologies qu'on nous promet vont nous aider à réduire les distances dans plusieurs cas de figure, mais certainement pas pour tout. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, c'est ce qui met fin à cette conférence. Merci beaucoup, M. Lalonde, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir été présents. Puis, on se dit à une prochaine fois. Au revoir.